Agathe André, journaliste, ancienne grand reporter à Charlie, je le rappelle, productrice, animatrice sur France Inter, cofondatrice en 2015 avec Charlie Hebdo de l'association DCL, Dessiner, Créer, Liberté, qui, on le rappelle à nouveau, est une association d'éducation aux médias, au dessin de presse et à la citoyenneté. Kalou, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Vous êtes community manager, gestionnaire de communauté, comment on dit en français? Voilà, c'est tout de suite plus administratif. Exactement. Je suis gestionnaire de communauté, responsable des réseaux sociaux pour le Do Tank. Vous allez falloir qu'on m'explique ce que c'est qu'un Do Tank. VLS, c'est un acronyme qui signifie Vaccination et lien social. Vaccination et lien social, cofondatrice de Vaccin France Information et Discussion, cofondatrice et ex-membre de l'Extracteur. Exact. Et enfin Marjorie Whitfield, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en biologie de la reproduction, vulgarisatrice scientifique et co-animatrice du groupe Facebook Vaccin France, Information et Discussion. Pourquoi vous faites signe? Vous avez encore une clé USB? Oui, il y a sans blaguer. Ouais, mais là, je sais qu'ils l'ont. Je l'ai vu sur leur écran, à la régie. Oui, il y a une présentation qui nous accompagne. Vous aimez bien comment vous dites avec votre accent charmant? PowerPoint. Yeah. Les PowerPoint, puissance point, je ne sais pas comment on dit. On commence avec vous, Agathe. Justement, le but du jeu, c'est de parler de ces trois acteurs, le journaliste, le citoyen et l'élu. Et finalement, quel est le rôle de chacun dans cette question de la désinformation et de la peur? Peut-être commencer par le rôle du journaliste, histoire déjà de poser le contexte le problème, et puis balayer un petit peu certains lieux communs. Tout à fait. Alors, effectivement, vous êtes sympas, les journalistes, finalement. Alors, on est sympa, ça dépend lesquels. Après, voilà, en tout cas, on a un rôle qui est celui d'informer et, si possible, de montrer des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai. Notre rôle s'inscrit dans un code de déontologie, une forme d'éthique. Et puis, pour moi, parce que je ne vais pas non plus parler à la place des autres, il y a une différence entre l'actualité qui est en flux continu, qui s'arrête jamais, qui déverse, qui se déverse, et l'information qui demande là encore ce fameux esprit critique, une suspension du jugement. L'information, c'est d'accord, je m'arrête. Qu'est-ce que ça vient dire du réel? Et qu'est-ce que c'est une information pour un journaliste? Eh ben, c'est d'intérêt général. Ça apporte quelque chose de nouveau. Ce n'est ni un potin, ni un ragot, ni une rumeur. Et intérêt général. Et on la vérifie par plusieurs sources. Et plusieurs sources, c'est pas nous quatre assis sur cette estrade. Ou que Wikipédia. Ou que Wikipédia, mais effectivement, le témoignage, on peut avoir 40 témoignages d'une même scène. Pour autant, ça fait quasiment qu'une source, on va dire. Vous connaissez le métier. Il faut la source institutionnelle, la source policière peut-être, le voisin, le CV. Voilà, c'est ça, multiplier ces sources. Vérifier les faits, en fait. Voilà. En tout cas, ça, c'est la définition du journaliste de il y a 25 ans. À l'ancienne, j'allais dire. Mais oui, parce qu'il y a aussi une évolution de l'accélération de la société de l'information et des supports et de l'économie. On l'a dit aussi tout à l'heure, la recherche du buzz. Et donc, forcément, c'est un bon terreau pour utiliser des leviers. On peut avoir des clickbait classiques, les 10 raisons pour lesquelles les Français ne font plus l'amour, la troisième va vous étonner, donc ça c'est mignon, mais on peut avoir des leviers qui sont liés à la peur. Votre cerveau, voici la nouvelle amibe qui va manger votre cerveau. Tout à fait, parce que c'est vrai que ce que j'ai pas rajouté tout à l'heure, c'est qu'une information de qualité, ça coûte très cher. Et à Charlie Hebdo, pour le coup, qui est un journal sans pub, sans rien, qui ne vit que de ses abonnements et de ses lecteurs, mais là je parle d'un temps que les moins de 20 ans, en tout cas, me permettait, moi, d'aller en reportage. Je pouvais passer 2 mois au Venezuela, 1 mois à Tanger, enfin, d'aller au cœur des choses. Et c'est vrai que le travail journalistique... Aujourd'hui, on est derrière son bureau, absolument. On suit le fil de l'AFP. L'idée, quand même, normalement, du journaliste, il colle à soudain, il est face à une incertitude. Il se dit, merde, alors là, je suis face à une incertitude, il faut enquêter, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que cette incertitude devienne certitude, disons. Et c'est quand même ça l'idée de ce métier-là, c'est de se confronter au réel, aux différents discours, mais encore faut-il le payer. Et quand on est investigateur, par exemple, c'est vrai aussi que pendant 6 mois, on peut être payé, et puis en fait, au bout de 6 mois, en fait, la piste qu'on a prise n'est pas la bonne. Donc bon, ça, c'est encore le journalisme à la papa, mais une bonne information, ça coûte cher. Et c'est vrai que quand on est sur du média où c'est la publicité, en fait, qui rémunère le journaliste, on est effectivement, alors, c'est la peur, effectivement,
effectivement, il y a le levier de la peur, mais il y a le levier du sensationnalisme. Il y a le... Oui. Mais moi, en fait, à vrai dire, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc cet univers m'échappe. Ouais, Voilà. je me souviens, avant, journalisme à la papa. C'était bien. On va revenir sur le rôle du journalisme. Le deuxième pilier, c'est le politique. Alors je me tourne vers Kalou. Justement, la responsabilité du politique est importante dans le cadre de son rôle de législateur pour limiter cet aspect de désinformation. Je crois qu'on vient d'assister à 2 ans et demi de crise sanitaire qui nous ont démontré que leur rôle était plus qu'important et qu'ils ont été confrontés à des énormes difficultés et que tout n'a pas été résolu. C'était une immense porte ouverte, au contraire, à la désinformation, avec une sensation un peu difficile, que ce soit pour les citoyens, pour les scientifiques, pour les journalistes, c'est qu'on a eu une immense impression d'inertie. Où jour après jour, on ne pouvait que constater la désinformation qui se diffusait, qui faisait de plus en plus de dégâts, avec l'impression vraiment que rien n'était fait là-haut. Législation, ensuite, c'est quelque chose qui est relativement difficile. Je reviens des assises nationales dédiées aux dérives sectaires, où il est clair que le gouvernement ne peut pas non plus se poser en ministère de la vérité. Il va falloir trouver des pistes. On ne peut pas complètement brider la liberté d'expression non plus, parce qu'on reste en démocratie. Il faudrait éventuellement arriver à légiférer pour faire la part des choses entre liberté d'expression et liberté de mettre en danger, parce que c'est quand même un petit peu les choses auxquelles on a assisté. Et en gros, on va avoir un énorme boulot, et notamment dans le domaine numérique. Et on y reviendra, je pense, par la suite, puisque c'est une des thématiques qu'on abordera peut-être. Voilà. Alors, sur cette thématique de la peur, le politique en a joué. Si on revient sur cette période spécifique du Covid, au début, bon, on courait partout comme le gouvernement ou les décideurs couraient partout comme des poulets sans tête. Puis ensuite, il fallait mettre le masque, puis il fallait pas mettre le masque. Puis attention, c'est très dangereux. Donc ils en ont joué, mais je crois qu'en même temps, il n'y avait pas le choix, parce que sinon, au contraire, on les aurait aussi accusés d'inertie. Quand on a commencé à avoir nos premiers cas de Covid en Chine et que c'est arrivé en France, une semaine après, alors que personne ne savait sur quoi ça allait déboucher, on savait déjà, au ministère de la Santé, ils avaient déjà planifié leurs tâches sur 2 ans et demi. Donc on avait bien compris qu'il allait avoir pas mal de choses à gérer. Et il y a eu des erreurs de communication, ça c'est évident, qui n'ont pas été admises assez tôt, qui ont été admises trop tard. Si maintenant elles avaient été reconnues sur le moment, je crois que la réaction du public... on a assisté à une crise un peu différente des autres dans la mesure où il y a eu une fusion entre la science et la politique. Et ça a donné un sujet encore plus complexe à gérer. Ça ne fait pas forcément bon ménage. Ça fait très mauvais ménage. Parce que tous les mécontents politiques se sont axés sur des sujets scientifiques qui n'étaient pas du tout dans leurs préoccupations auparavant. Et puis on a assisté à une forme d'agglomération, d'agrégat, de mouvements qui se sont constitués. Nous, on a eu énormément de nouveaux antivax, qui étaient sans doute des gens qui étaient tout à fait à jour de leur vaccin, leurs enfants aussi. Mais comme il fallait bien être fâché après quelqu'un avec cette confusion, on a fini par renier la science pour pouvoir se fâcher après le politique. Donc, quelles que soient les solutions qui étaient proposées en haut, en bas, elles étaient forcément mal vécues. Mais en fait, de façon antérieure à la crise, il y avait déjà un taux de défiance par rapport au vaccin qui était important en France. Oui, mais ce n'étaient pas du tout les mêmes anti-vaccins. Ah non, enfin moi j'ai vraiment dans l'impression... la psychologie, ça a changé, racontez-nous. Moi, alors, il faudrait des études sociologiques oui, que j'ai pas de bibliographie sur le sujet. D'expérience de cette période. Voilà. Je ne suis pas du tout une experte en politique non plus. Mon domaine, c'est la vaccinologie plutôt. Et si vous étiez un homme, vous ne poserez pas la question. Vous pouvez continuer. D'accord, ok. On est expert en tout, nous. Non, les anti-vaccins qu'on avait avant, on avait une grande majorité de mamans, parce que c'est sans doute elles qui sont chargées d'amener les enfants chez le pédiatre et de suivre le carnet de santé. Et la part masculine, je trouve, s'est installée de plus en plus. Et on a vu les comportements changer, puisque là, on est assez agressé par cette sphère-là, d'où l'anonymat, d'ailleurs, aujourd'hui, pour ma part. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ça, j'étais sûre que ça arriverait. Le nouveau antivax, c'est plus des hommes. Voilà, et petit à petit, ça a changé, et on s'en est rendu compte dans leur façon de nous agresser, entre guillemets, ou bien tout du moins de communiquer avec nous. On n'était plus des vendus à Bill Gates, on devenait des vendus à Macron. La politique s'est vraiment installée. On est devenus des dictateurs ou bien des pro-dictatures. Le discours a vraiment évolué. On parlait plus de science à la limite. Le troisième pilier, c'est le citoyen. Je me tourne vers vous, Marjorie. Alors, le citoyen ne doit pas rester passif.
comment est-ce qu'il peut devenir un acteur de l'information, peut-être même au même titre que le journaliste ou le politique? Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment en développement aujourd'hui, de par l'essor des réseaux sociaux. Effectivement, le citoyen prend parfois un peu la place du journaliste. On a discuté avec Agathe en préparant cette table ronde. Parfois, il y a des bons côtés à ça, quand c'est, on va dire, entre guillemets, bien fait. Donc là, je vais parler pour nous. Quand c'est nous qui le faisons, c'est voilà. top. Pour les autres, c'est moyen. Voilà, quand on est vraiment dans une démarche d'information, où on a fait les choses avec du recul, où on prend la peine de vérifier l'information, et voilà, dans une démarche de vulgarisation. Moi, je suis chercheuse en biologie de la reproduction, comme vous avez dit. Je ne suis pas du tout experte en vaccins à la base. Je me suis vraiment intéressée au sujet dans une démarche scientifique. Et donc, je pense donner une information de qualité sur ce sujet. Maintenant, le citoyen, ça va être aussi celui qui va ouvrir son blog, se décider un peu journaliste comme ça, et qui va du coup diffuser de la désinformation également, et donc participer à la diffusion de toutes ces fake news. Il peut être pris aussi dans l'envie, s'il voit que ça prend, qu'il a un certain succès, avec certaines notes de blog ou certains tweets en particulier, de jouer aussi sur ce levier de la peur, finalement, de dire ça, je vois que ça me ramène plus d'impression, comme on dit, de retour, et donc devenir lui aussi un vecteur de cette peur. Exactement. Et puis enfin, je pense relayeur. Il y a un cercle vicieux. En fait, très souvent, je pense que les gens qui sont dans cette démarche-là ont eux-mêmes réellement peur, en fait, de ce dont ils parlent. Ils ont peur de tout ce qui s'invente finalement, et ils entraînent les autres dans cette peur, et c'est vraiment un cercle vicieux, et c'est un levier très puissant, parce que effectivement, comme vous disiez, quand on annonce des titres un peu putaclic qui vont vraiment aller agir sur l'émotion primaire et sur la peur, les gens vont réagir à chaud et pas se poser les bonnes questions et pas prendre les choses avec du recul. C'est vrai que là-dessus, moi, ce que je sais du vaccin, je crois que Louis XVI avait fait la promo du vaccin, à l'époque où c'était la petite vérole, et déjà tout le clergé lui était tombé dessus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose super, qu'il y a quelque chose d'étonnant dans ces nouveaux anti-vax, parce que moi je suis pas journaliste scientifique, et je crois qu'il y a eu un sujet là-dessus peut-être tout à l'heure. Ça c'est important aussi. Moi je ne peux pas prétendre couvrir l'actualité du vaccin. Je suis pas chimiste, biologiste ou pas. Mais ce que je crois comprendre quand même depuis toujours, c'est que le vaccin, on nous inocule un produit qui va permettre qu'on ne tombe pas malade. Alors il y a sans doute des effets secondaires, mais il y a quelque chose, je trouve, là dans l'anti-vax, et c'est ce que vous disiez, il y a quelque chose d'identitaire. En gros, effectivement, moi je suis pas anti-vax et c'est mon identité. Et c'est très étonnant en fait comme identité, en plus de partir du principe qu'en fait, je vais peut-être te faire crever toi parce que mais c'est un marqueur qui vous rend plus intéressant, surtout quand vous êtes anti-vax. Voilà. Un marqueur identitaire, de dire je suis différent, je pense pas comme les autres, j'ai une pensée latérale, moi je mange pas la propagande tout crue du gouvernement, ça confère aussi tout en étant du coup un porteur à risque, en fait. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est-à-dire son identité, c'est de dire en gros, je m'en fous de toi, de ta vie. Oui, mais là vous projetez votre rationalité sur des gens qui n'ont pas forcément ma rationalité, absolument. Donc, c'est très juste, et ça s'observe vraiment, ce phénomène d'identité, c'est un mot super important que tu dis, et c'est d'autant plus difficile pour eux ensuite de revenir sur leurs croyances, parce que non seulement ils partent trop loin, donc les biais d'engagement, ils se créent des familles, il y a des liens qui se tissent. En sociologie, il y a des super études à faire sur le sujet, et le problème de ce qui vient d'être abordé, ce sont les conséquences, parce qu'à force de faire peur, ils sont réellement terrorisées. Nous, on a des mamans en pleurs quand elles vont rentrer dans le cabinet du pédiatre parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont aller tuer leur bébé, mais elles restent à peu près rationnelles, elles viennent en discuter, elles exposent leur peur. Alors qu'il y a une grande partie de ces gens-là qui sont excités par ces blogs, par ces pseudo-journalistes, on ne va pas citer les plus connus, les fonds de tiroir. Et le problème, c'est que ça finit par faire bouger des gens physiquement. L'année dernière, en juillet, il y a une médecin allemande, Julia Maria Killmann, qui a fini par se suicider. Elle était harcelée, elle était menacée, elle a fait appel aux forces de l'ordre, elle est allée porter plainte, elle a commencé par exercer en cabinet avec une surveillance de gendarmes dedans, et puis elle a fini par craquer. Une jeune médecin, elle avait, je sais pas, 35, 38 ans, quelque chose comme ça. On a eu Thomas Huchon qui s'est fait agresser aussi. Il y a une plainte en cours, on peut peut-être pas trop en parler. On a eu Fact and Furious chez nous, donc même les gens qui sont de bonne volonté et qui essayent d'informer,
c'est pas que c'est au quotidien, mais on est menacé. Ça représente un vrai danger. Il ne faut pas perdre de vue que dans l'eau, il y en a certains qui sont pas loin de basculer. Et ça s'explique encore parce qu'on peut leur trouver des bonnes raisons. Ils sont arrivés à bout. Justement, sur cette question-là, je crois que c'est Gérald Bronner qui a fait un papier là récemment qui disait qu'en fait, peut-être qu'il ne faudrait pas céder à ces pressions-là, puisqu'en gros, 25% de ceux qui ont un compte, un Twitter, on va dire, en gros, c'est eux qui font 95% de l'information sur les réseaux. Et en fait, il prenait position par rapport au concert de Bilal Hassani qu'il a dû annuler par peur, en fait, pas tant pour lui que pour son public. Et il disait, mais en fait, on ne devrait pas céder. Parce que si ça se trouve, effectivement, 10 clampins qui viennent. Oui, ça, c'est l'histoire de la caisse de résonance des réseaux sociaux. C'est mais, ce qu'on disait hier sur Dédé au bar. Sauf que c'est vrai que depuis Samuel Paty aussi, il y a ce risque où on se dit que ça peut quand même générer effectivement de vraies attaques. La preuve pour Thomas Huchon, pour le coup, on n'a rien à lui reprocher à ce journaliste. Qui sera sur une table très bientôt. Et on a alerté aussi les pouvoirs publics. En mars 2021, on a fait paraître une tribune dans Libération pour demander qu'il y a toujours protection. Un temps de retard sur les pouvoirs publics parce que ça va vite et que le processus de réponse n'est pas proportionné, pas assez rapide, que l'arsenal législatif doit s'adapter peut-être aussi à ces nouveautés. Ou alors je crois qu'il y a même un manque de conscience de la réalité. On a par différentes actions qu'on peut mener, surtout Calou avec VLS, parfois des interactions avec des élus ou voilà, des gens qui pourraient être en position d'eux. Et en fait, on se rend compte, quand on discute avec eux, qu'ils n'ont pas conscience réellement de ce que sont les réseaux sociaux, de la portée que ça a et des conséquences que ça peut avoir. Et en fait, quand on discute, en tout cas sur l'antivaccinalisme avec eux, ils nous disent, en fait, on ne voyait pas les antivax comme ça. Pour eux, les antivax, c'est vraiment un type très particulier de personnes, voilà, un nombre très restreint également, qui finalement n'ont pas beaucoup de portée plus que ça dans la vie réelle en dehors des réseaux sociaux, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de types de personnes différents et c'est en évolution, comme on le disait. Et on voit qu'il y a des gens qui, effectivement, vont finir par changer d'avis et être convaincus et qu'il y a un réel danger de santé publique. Comment on fait pour sensibiliser davantage les politiques ? Ils sont dans une bulle aussi, ce qui semble logique, mais à chaque fois, on a l'impression qu'ils tombent des nues. Le discours que vous avez, il est courant. Alors, Calou. Ils tombent des nues, il y a différents facteurs. Il y a déjà, effectivement, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous, avec VLS, on essaie d'être en lien, puis surtout de maintenir ce lien parce qu'il est très important pour être entendu. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que ce ne sont pas des experts des réseaux sociaux et ça peut faire sourire éventuellement quand on travaille à des postes très importants dans la fonction publique, d'imaginer qu'il se passe des choses graves et eux n'ont pas les compétences pour intervenir. Ensuite, ils n'ont pas le temps non plus. Ça demanderait des budgets aussi. Et puis il y a ce problème de la liberté d'expression. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Après, il y a une lenteur de la justice aussi. Sur la table précédente. C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire des choses les plus invraisemblables possibles. Ça peut passer et au nom de la liberté d'expression, sauf si c'est un appel à la haine ou incitation à la haine ou un appel au meurtre. Mais donc, on peut dire les plus grosses bêtises, les plus grosses supercheries au nom de la liberté d'expression. Et c'est ça qui est dingue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment, en fait, aujourd'hui, 2 et 2 égale 4, c'est la même poids que 2 et 2 égale 5 devant la loi. Et c'est ça qui veut dire quoi ? Il faut faire évoluer le cadre législatif ? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est des questions que j'aimerais vous poser à vous parce que quelqu'un est contre. Quelqu'un est contre. En salle tournesol. Moi, par exemple, j'ai été assez étonnée. Hier, j'ai assisté à la table ronde avec les élus locaux, que tu as animé d'ailleurs. Et j'étais assez étonnée de voir leur réponse aux questions du public, où il y avait une sorte quand même de déconnexion. Ils nous ont expliqué tout ce qu'ils faisaient contre la désinformation dans leurs différentes collectivités. Et au moment des questions du public, on a senti qu'il y avait quand même un petit gap qui était là, parce que quand les gens leur disaient là j'ai été confronté à ça, je ne sais pas qui remuait là-haut pour que ça bouge, et finalement ils n'avaient pas tellement la réponse non plus. Donc le député disait il faut voir votre député local parce qu'il parlait d'une situation particulière. Député local. Et quand on interpelle en disant, on pourra reparler du document d'Arte qui a été financé en partie par de l'argent public via la région Île-de-France, etc. On fait quoi Mais le reprendre dans la région Occitanie, expliquer qu'ils avaient un système de monitoring, qui pouvait, dans l'attribution des fonds, vérifier, avoir le temps de vérifier si c'était
légitime ou pas. Donc, Oui, et une fois que nous on alerte, une fois que le document est sorti, une fois que des gens ont passé 6 mois à faire un debug pour démontrer à quel point c'était un ramassis d'âneries, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les sanctions? Où sont les excuses même de dire ben oui, là, publiquement, il y a eu un problème, on a merdé, et ça n'aurait pas dû être le cas. donc il y a un fossé enfin, il existe toujours, on ne va pas faire les naïfs, entre le citoyen et le politique. Kalou, vous souhaitiez ajouter? Oui, ça va changer quand même. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On a déjà l'ARCOM, je pense que c'est un bon interlocuteur et c'est un vrai soutien dans cette démarche-là, qui souhaite mettre auprès des GAFAM des moyens de préserver les plateformes de problèmes systémiques. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est surtout mener des actions en amont. Ils ne sont pas là pour sanctionner, contrairement à ce qu'était capable de faire le CSA avant, bien qu'on les ait entendus se prononcer, notamment pour le cas de TPMP. Ensuite, il y a la Commission européenne en 2020 qui a voté une loi qui va concerner les 20 plus gros GAFAM, à savoir tous ceux qui comptent au moins 45 millions d'abonnés. Ça commence à se mettre en place cet été, ça devait être effectif en février 2024. Et là, les plateformes vont être obligées de modérer leur contenu beaucoup plus que ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Donc ça va déjà quand même sur le papier. Modération a priori ou a posteriori? A posteriori, et a priori, ils sont censés aussi faire remonter ce que les algorithmes peuvent détecter. Ça, c'est en cours de négociation. Ça serait une bonne chose. Donc, supprimer le contenu problématique. Après, il va falloir définir le problématique et oui, aussi. parce qu'on va se heurter à plusieurs aspects. D'abord, Mais, la liberté d'expression. Ensuite, la conception de la liberté d'expression anglo-saxonne et la nôtre, qui n'est pas la même. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on entend ensuite par le contenu haineux? Donc, en fonction de la culture américaine ou européenne, c'est là encore. Donc, il y a beaucoup de notions subjectives qu'il va falloir mettre en ordre de marche. Et cette directive, elle n'est pas attaquée par des groupes de pression? Pas à ma connaissance, mais ça ne veut pas dire que ça l'est pas. Hein. Ensuite, c'est eux qui vont être responsables d'estimer l'impact que leurs plateformes ont sur les utilisateurs. Ah bah super. L'auto, voilà, ça devrait bien se passer. on croise les doigts. Et ils seront soumis à un audit annuel aussi. Alors quand on parle de peur, on parle aussi de la peur de la science, la perte de confiance dans les institutions, on l'a dit sur les politiques. On peut comprendre que les citoyens se méfient par rapport à pas mal de scandales qui ont eu lieu. On se souvient du Mediator ou du sang contaminé. Donc finalement, on va vite en besogne, on fait l'amalgame et il y a un rejet de la science. Enfin, je dis, on peut le comprendre parce qu'il y a eu quand même des errements, mais aujourd'hui, c'est encore mettre tout le monde dans le même sac, quoi. Effectivement, il y a des complots, ça existe, en tout cas des machinations. Enfin, vous le dites là. Moi, je sais que par exemple, pendant la crise du Covid, que le gouvernement décide de dire qu'il n'y avait pas besoin de masques, que ça servait à rien. Aujourd'hui, dans les écoles et en prison, c'est un problème parce que c'est vraiment parti de haut. Et j'aurais préféré qu'on ne nous infantilise pas et qu'on nous dise voilà, on a besoin de masques, c'est très grave. Et là, il y a quelque chose qui pose problème. Reconnaître qu'on n'avait pas les stocks et reconnaître qu'on n'aurait pas pour tout le monde. En tout cas, moi, je trouve que ça aurait été plus malin parce que une fois qu'on a menti, effectivement, ça laisse dans l'esprit qu'on peut mentir encore. Alors, la question du complot, c'est une chose, c'est la question du doute. Donc, il faut toujours douter de ce qu'on nous dit, c'est très bien, mais le doute, c'est pas la suspicion. Et c'est encore ce temps de... Mais oui, enfin c'est vrai qu'ils nous ont pas aidés quand même beaucoup. Non, mais je vous laisse pas parce que comme vous êtes là-dessus, moi je me dis comment vous faites aussi pour dire oui bon bah là c'était pour des raisons de sécurité sanitaire ou de l'ordre de respect de l'ordre public. Mais alors attendez, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on aurait mieux fait? Est-ce qu'on dit c'est une pandémie à laquelle on n'est pas par définition prêt? On doit gérer quelque chose et il y a 60 millions de personnes qui dépendent de nos décisions. Évidemment, en refaire le match a posteriori est beaucoup plus facile. Je crois qu'on n'a pas énormément souffert trop quand même de la mauvaise communication. Là, je parle, c'est personnel. Hein. En tout cas, nous, dans notre démarche sur le groupe Vaccin France, quand j'ai vu d'autres gouvernements et ce qui était mis en place ailleurs, je pense qu'on a été assez chanceux quand même, hein, finalement, hein, parce que on a eu des mesures, il y a eu des gros couacs de communication, c'est sûr, et des gros couacs de décision, mais on a eu des mesures qui étaient quand même faciles à défendre d'un point de vue scientifique. Finalement, on a
heureusement pas suivi tous les grands scientifiques de France et on a quand même su faire un peu la part des choses. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'était quand même assez positif, mais évidemment voilà, des couacs de communication qui peut-être auraient dû être dit dès le départ et voilà, qui est une des excuses de fait à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier quand même que là, le journaliste, il a aussi pour moi une grande part, c'est qu'ils vont très souvent interviewer des gens qui ne sont pas forcément hyper compétents, et là, pendant le Covid, ça a été quand même très très marqué, et vont chercher toujours à buzzer sur les mêmes informations, fausses informations, ou tourner en boucle sur le même problème, etc. Et là, pour le coup, je trouve que le journaliste, il a vraiment sa part dans cette problématique. C'est vrai que une information, c'est pas de la com et c'est pas de la publicité. J'avais quand même oublié l'essentiel. Et c'est vrai que moi, je suis très étonnée de voir aujourd'hui, en fait, ces journalistes, donc effectivement, qui vont plus trop sur le terrain, mais en fait, l'information du jour, c'est ce qui s'est passé sur la twittosphère, en fait. C'est très étonnant, cette manière comme ça de réalimenter un non-sujet dans le fond, puisque si Bronner a raison qu'il y a que 25% de types qui font 90% de l'info, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des non-sujets qui sont absolument remis sur le tapis par des médias de flux classiques, quoi. Ouais. Après, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il y a ces bulles de filtre, il y a les éditorialistes, il y a toujours les mêmes experts, et on se rend compte, par exemple, sur le projet de loi sur les retraites, que comme les Français étaient majoritairement, enfin plus que majoritairement contre, à un moment donné, la cavalerie médiatique classique a dû s'aligner sur quand même les besoins du peuple pour pas que le gap soit vraiment trop, enfin sur l'émanation du ressenti des gens, pour pas que le gap soit trop important. Mais même si ça a tourné pendant 3 semaines avec les éditocrates traditionnels et leurs éléments de langage, à un moment donné, le réel il pique et revient, quoi. Donc ça, c'est plus une considération. On vous regarde depuis tout à l'heure. Pardonnez-moi. Qui est très pertinente. Vous nous passez effectivement des dessins de presse à caractère humoristique. Alors voilà, est-ce qu'on peut combattre, la réponse à la question, la peur par l'humour? Voilà, Oui. Alors effectivement, sur ces sujets, en fait, le Charlie est souvent incompris parce qu'ils vont puiser dans l'humour noir, qui est un humour qui se joue des tragédies. C'est la question de quoi on rit. Est-ce qu'on rit pour exclure? Est-ce qu'on rit pour inclure? Est-ce qu'on rit pour faire réfléchir? Et effectivement, pour moi, mon avis, l'humour, de toute façon, avoir de l'humour, c'est avoir de l'esprit critique. Après, on partage pas toujours le même humour. Et juste plus, pour moi, c'est vrai que je suis pas une spécialiste du vaccin, pas une spécialiste des réseaux sociaux, mais il y a quelque chose sur le journaliste, le citoyen et la peur qui s'est pour moi en fait fusionné le 7 janvier 2015, où après les attentats, où là tout s'est mélangé. Comment la journaliste a dû s'engager pour ne pas céder à la peur. Voilà, enfin, c'était surtout là-dessus que je voulais m'exprimer. Mais effectivement, l'humour, et vous aussi, je crois, les filles, vous avez des gags. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Effectivement, alors sur Vaccin France, Information et Discussion, on est vraiment sur un groupe sérieux, on va dire, où on n'utilise pas l'humour. Au contraire, on est assez strict là-dessus parce qu'on est vraiment dans un lieu pour aider les gens à mieux comprendre la vaccination. Il ne faut pas qu'on se moque d'eux, finalement. Ils sont dans une démarche ici pour finalement apprendre des choses. Et il y a d'autres approches qui sont réalisées notamment par les vaxeuses qu'on peut voir là, qui est une page Facebook qui, elle, au contraire, utilise beaucoup le sarcasme et l'humour pour faire passer des messages et pour aussi un peu décrédibiliser souvent ces propos anti-vax, les tourner en ridicule pour que les gens ne tombent pas dans le panneau. Finalement, là, on voit par exemple un exemple de ce qu'elles peuvent faire sur leur page Facebook, les vaxeuses, où elles vont utiliser des messages qui ont été postés par des anti-vax et elles vont les tourner un peu en ridicule, comme on peut le voir ici. Vous pensez que c'est faux ce qui lui est arrivé? C'est d'expérience, oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est très amusant, c'est que très souvent, les anti-vaccins purs et durs nous disent que dans leur entourage, ils ont au moins une dizaine de cas graves, cancer, mort subite et compagnie. Vous arrivez à lire là-haut, oui? Ouais. Je vous le lis, sinon mon frère est décédé 8 jours après la 3e, donc vaccination. J'ai une sœur et un neveu qui se battent contre des cancers fulgurants, et je ne parle même pas de l'hécatombe dans mon entourage amical ou professionnel. Tout mon soutien pour votre fille. Emoji qui pleure, enfin qui est inquiet. C'est marrant parce que ça, c'est effectivement comme quoi aussi l'humour, c'est une culture, il faut une connivence en fait, parce que c'est quelque chose qui peut être tout à fait pris au premier degré, et c'est tout aussi le problème de Charlie. Et c'est comment il s'appelle le mec qui a fait un faux, comment il s'appelle oui, c'est ça, Flibustier.
Ouais. Voilà. Et la question du second degré, c'est pas évident parce que, vous voyez, moi qui suis pas dedans, eh ben j'aurais pu penser que c'était un vrai. Même vous qui faites l'éducation aux médias, même vous qui avez ouais. créé une association dédiée pour expliquer le dessin de presse. Mais parce que comme quoi c'est important l'expertise, à vrai dire. C'est que ce genre de truc, effectivement, je pense que j'ai dû le voir passer sur d'autres complots d'ailleurs, hein, sur d'autres théories du complot. Et donc ça ne me choque pas. Je me dis bah vraiment quel gros con, mais voilà. C'est comme quoi c'est délicat l'ironie, le second degré, et il faut partager ces mêmes référents. Vous tout de suite vous voyez que c'est un gag, quoi. C'est surtout très difficile à gérer pour les GAFAM, pour les plateformes, parce qu'elles prennent ça pour de la désinformation. C'est une limite, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais pour l'instant l'ironie n'est pas... Ils ont du mal à le traiter algorithmiquement parlant. Ouais. Donc cet article-là, c'est encore les vaxeuses qui a très très bien marché. Je crois qu'il y a plus de 6000 commentaires sous cette publication. Et où effectivement, voilà, un hôpital va remplacer les médecins par des parents qui ont fait leurs propres recherches. Ça fait beaucoup rire. Et c'est vrai que je pense que les gens aussi, ça les fait se questionner en se disant, voilà, quand on lit tout le détail, effectivement, peut-être que je vais un peu laisser les médecins faire. Alors, à une échelle à chaque fois personnelle, on a vu avec l'avènement effectivement de la pandémie que les petits délires du tonton raciste du dimanche ont quand même été démultipliés, parce qu'à l'époque, on l'écoutait vaguement. Aujourd'hui, il a pignon sur rue, et on peut opposer, par exemple, une chercheuse comme vous à quelqu'un qui dit « Non, mais moi, j'ai fait mes propres recherches. » Tout se vaut, hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Agathe, quoi. Comment on fait pour lutter contre ça? C'est vraiment l'essence de ces 2 jours des rencontres de l'esprit critique. Comment on fait? Il y a eu plein de conférences là-dessus hier qui étaient d'ailleurs très intéressantes. Je te laisse. Non, j'aime beaucoup l'humour et par moments, effectivement, ça fait du bien. Mais je crois que pour essayer de semer au moins une petite graine, il faut partir du principe qu'on ne va convaincre personne. Il ne faut pas que convaincre soit un objectif en soi, sinon je pense qu'on va à l'échec. On peut éventuellement semer une petite graine, un trait d'humour, ça peut en être un aussi. Je crois que les clés, c'est surtout écoute et bienveillance. Parce que vous, dans l'acronyme, tout à l'heure, pour aller dans ce sens, vous parlez de lien social aussi. Vous préférerez maintenir un dialogue même ténu plutôt que... rompre, ça ne sert à rien. Le clivage, il existe déjà. Si on tape dessus, on l'augmente, ce clivage. Si on n'entend pas les inquiétudes, on augmente ce clivage. Donc, lien ténu ou pas, je pense qu'il faut le maintenir. Après, dans les faits, c'est pas vraiment les purs et durs qu'on va, même quand on parle de complotisme de façon généralisée, c'est pas les gens qui sont profondément dedans. On va pas ramener Thierry Casasnovas, Silvano Trotta à la raison. C'est pas un objectif, ces gens-là. L'objectif, ce sont les gens qui sont en quête d'information et qui se méfient de tout ce qui peut avoir trait au gouvernement, donc les médias classiques, qui vont penser que tout blog, effectivement, ça devient du journalisme de qualité, indépendant. Et c'est ces gens-là, quand ils sont sur le point de basculer. Donc je sais que même nous, quand on va se mêler de discussions, parce qu'on va sur des posts des médias justement mainstream, c'est pas aux purs et durs qu'on s'adresse. C'est aux gens qui vont passer, c'est aux lecteurs silencieux, qui vont peut-être se dire, c'est quand même bizarre, le gars qui est persuadé d'un truc qui fait vachement peur, pourquoi il l'insulte, pourquoi il menace, pourquoi c'est vrai, pourquoi il n'a pas d'argument, et puis essayer de semer des petites graines comme ça dans la discussion, tout simplement. C'est là aussi, je pense que le rôle du citoyen, il est important quand il peut être vecteur de la bonne information, puisque, comme le disait Kalou, les grands médias sont décriés par ces populations-là, ils ne les croient plus. Tout ce qui vient du gouvernement est aussi très mal perçu, évidemment, puisque c'est un peu le camp d'en face. Et donc, pour recréer de la discussion et du lien, il reste plus que le citoyen, finalement, qui va pouvoir faire cette démarche qui n'est pas étiquetée politiquement. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'est évidemment pas sur le groupe, et qui du coup va venir juste en tant que citoyen pour discuter, pour essayer de recréer de la discussion. Mais spécifiquement, ces gens-là, ils ne vont pas aller sur votre site. Comment on va les chercher? Ils se méfient des sites mainstream, ils se méfient du gouvernement, ils ont leur site préféré, ils sont maintenus dans leur bulle. Comment on les fait sortir? Comment on rentre dans leur bulle? Comment on les fait sortir? Vous voyez, c'est... Il faut être sur le terrain, donc sur le terrain des réseaux sociaux, donc sur les groupes Facebook. On est plusieurs, je pense, à avoir différents profils, par exemple, pour naviguer ici et là sur les groupes anti-vax de manière un peu sous-marin, on va dire, pour aussi, des fois, linker notre propre groupe, donner de l'information ici et là. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen, finalement, il faut être sur le terrain. Souvent, on nous dit,
les réseaux sociaux, c'est pas le bon endroit pour faire de l'information, mais en fait, c'est l'endroit où est la désinformation. Donc, c'est l'endroit où on doit être pour en faire de Est-ce que ça ne dit pas quelque chose que vous soyez obligé d'utiliser un pseudo, Kalou? Ça ne dit pas quelque chose que vous soyez pour vos actions Si, ça. Kalou 66. Ça dit qu'on n'a pas envie d'avoir des représailles. Moi, j'ai des amis qui ont retrouvé des gens à leur domicile. Moi, j'ai pas envie de retrouver un jour quelqu'un. Non, bien sûr, mais sous-entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'est polarisé, c'est tendu, et a fortiori sur des sujets que vous traitez. Donc, c'est pas un peu le grand écart de maintenir le lien social avec des gens finalement qui ont un potentiel d'agressivité, voire invasif fort, quoi. C'est pas évident. Mais je vois pas. Non, mais très bien. Oui, c'est pas évident, effectivement. Et puis, je pense qu'il faut se protéger. Hein. Je veux dire, on ne peut pas envoyer tous les citoyens au casse-pipe parce qu'on n'a pas d'autres moyens, on va dire, pour recréer ce lien. Il faut savoir se protéger, faire attention, effectivement. Et si l'anonymat, c'est une solution, il faut l'utiliser. Moi, j'interviens avec mon propre nom. Comme je travaille dans un laboratoire de recherche publique, mon nom et mon lieu de travail est facilement trouvable. Et quand je travaillais à Paris, j'ai déjà eu des messages en mode je t'attends à la sortie de ton laboratoire. Voilà, on va discuter, on va finir cette discussion qu'on avait sur Facebook ensemble, quoi. Donc il faut, je pense, pas aussi céder à la peur, mais faire attention parce qu'effectivement, ça arrive. Hein. La solution, ça serait la levée de l'anonymat pour tout le monde. Vous savez qu'on ouvre beaucoup de débats sur le REC. Celui-là, on ne va pas l'ouvrir. Il y a beaucoup de tables, 110 tables. Il y a quelque chose en effet là-dessus, oui, c'est vrai. Ah oui, ce serait ça. Moi, j'ai failli intervenir. Non, mais il y a d'autres effets collatéraux, parce que ça va servir vos intérêts potentiels, mais il y a d'autres gens que ça va, qui ont d'autres soucis. Donc, enfin, on ne va pas ouvrir ce débat. On n'ouvre pas. Non, la peur, on va finir sur la peur avant d'aborder les questions du public. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une information inquiétante et qui fait appel tout de suite à nos émotions? Donc, il chante un petit peu un processus de rationalisation. Mais c'est ce que je sais pas qui c'est. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est cette espèce. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose là où le citoyen, il est dans une espèce de cooptage médiatique. Donc, il reste complètement dans sa bulle. Il finit par avoir que les mêmes copains, que les mêmes discours. Or, il y a quelque chose qui est intéressant dans les médias de flux, on va dire mainstream, c'est qu'en fait, ils viennent nous amener, comme il y a une ligne éditoriale, ils viennent nous amener aussi sur des choses qu'on connaît pas et l'inconnu. Et je crois que c'est ça aussi. Là, je me permets de disconvenir respectueusement parce oui. que quand vous achetez le Figaro, vous connaissez la ligne et vous êtes dans une Alors, autre bulle. On connaît la ligne éditoriale, mais ça ne nous empêche pas de trouver un article Ou sur Libé. une société ou Libé, mais qui nous amène là où on ne pensait pas qu'il nous amènerait, en fait. Et je trouve que c'est aussi ça l'intérêt de ces médias-là, même si on sait que Libé, la ligne éditoriale, c'est d'être de gauche, hein, très, très, très clairement. Et d'ailleurs, bon, non, c'est pas le moment d'ouvrir ce débat non plus. Mais en tout cas, ils peuvent aller nous amener, nous trouver un reportage, j'en sais rien, sur le goût de la frite. Et on se dira, tiens, je m'étais jamais interrogé sur le goût de la frite au fin fond du Capitole. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose où le journal, il a quand même le média mainstream, comme on dit, il y a une ligne et il y a une invention aussi du journaliste qui va aller gratter un reportage qu'on n'aura pas vu. Et je crois que c'est ça qui fait que plus on est confronté au réel, à ce réel-là, sans que ce soit forcément de la vérité, plus en fait on va être tilté quand il y aura une info où ça a l'air trop beau ou trop flippant pour être vrai. Et il se trouve que des fois la réalité, elle est moins flippante que ce qu'on voudrait. Allez, je me lève, on va passer aux questions. Oui. J'arrive. Je vous ai reconnu. C'est le cosplay de Où est Charlie, mais version 1. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. En fait, tout à l'heure, il y avait des caricatures qui étaient mises. Et entre ce que disait Kalou et ce que j'avais lu sur le sujet, les complotistes et sur les choses anti-vax, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la représentation et la réalité. Puisqu'en fait, sur les réseaux sociaux, on sait que la majeure partie des fausses nouvelles sont diffusées par les plus de 60 ans, alors que sur vos images, c'était plutôt des hommes quarantaine, tous, ou presque. Voilà, ça c'est la première question. Donc j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Comment on représente ces personnes-là? Et la deuxième question, c'est pour Kalou. Vous et aussi pour Madame Whitfield, vu que vous êtes un peu en fréquentation des complotistes, des anti-vax, là on parle de journaliste, le citoyen, l'élu. Donc on parle de politique. Est-ce que qui s'oppose à des politiques en fait? Est-ce que vous pouvez voir
un début de projet, une esquisse, ou alors un projet politique précis, un noyau un petit peu des choses qui partagent, et donc qui s'opposent un petit peu à ce qui se fait, enfin, le côté politique actuel. Est-ce qu'il y a un projet politique commun à tous ces gens ? Nous, au sein de VLS, on a un projet politique dans la mesure où on établit des liens entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, par exemple, on a un projet, on va bientôt communiquer sur la réintégration des soignants non vaccinés, sur la suspension. Ah, les politiques, est-ce qu'ils ont... Oui. On va vous redonner le micro parce que pour les... Est-ce que vous voyez les gens qui vous luttez, en fait ? Est-ce qu'ils ont un projet, en fait ? Est-ce qu'ils s'organisent politiquement ? Il y a des projets politiques, comme avec Louis Fouché. Il y a des choses qui se montent. Oui, il y en a certains qui essayent de monter au créneau. Quand on a certains sénateurs, on a certains députés, on ne va pas les citer. Donc oui, ils essayent aussi de s'agréger. C'était peut-être pas le fond de la question, mais alors j'ai... La question du... La vision du monde, quelle est leur vision du monde ? Est-ce qu'en fait, il y a une visée politique au complotisme, en fait ? Est-ce que derrière, effectivement, il y a une structuration ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Enfin, s'il y en a, voilà. Est-ce qu'il y a autant de complots que de complotistes ? Ou est-ce que, comme on a pu voir peut-être pour le Capitole, par exemple, soudain, cette espèce de convergence de la haine, et bon, on était à deux doigts de la catastrophe au Capitole, quoi. Ils veulent tout renverser, c'est dans les discours, mais pour aller vers quoi ? J'ai pas vu de proposition concrète. Si c'était ça la question, j'ai rien vu de concret de leur part, non. C'est juste, on en a marre, on balaye tout, et voilà. Le après, je sais pas. Madame. Alors moi, ma question, elle est en deux parties. La première, c'est dans quelle mesure les gouvernements ne sont pas un peu responsables de cette défiance et de cette montée du complotisme, parce que même s'ils tiennent un discours pendant la crise, et avec des choix logiques, scientifiques, qui sont pour le bien commun, quand toutes les décisions précédentes peuvent être prises par au moins une partie de la population comme à l'opposé du bien commun, quand on a le début de la crise du Covid, on sort de grosses manifestations, y compris de médecins. Difficile après, pour le citoyen moyen, de ne pas avoir l'impression que non, le bien commun n'étant pas leur projet, n'importe quelle décision qu'ils donnent peut ne pas être dans le sens du bien commun. Quel est votre point de vue sur le sujet ? C'est un peu aussi cette dichotomie, c'est ou tout blanc ou tout noir. On ne peut pas avoir d'entre-deux finalement, et voilà, on peut pas. N'importe quel gouvernement aura des choses à se reprocher sur tout un tas de sujets, et c'est aussi le cas, par exemple, quand on parlait de la défiance envers la science, c'est le même problème. Hein. Je veux dire, la science, elle a fait des erreurs, il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites comme ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout jeter. Et en fait, du coup, il faut aussi apprendre, je pense, aux gens et communiquer là-dessus, sur le fait que on peut pas tout jeter sous prétexte qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Et normalement, quand on a une démarche d'esprit critique, c'est qu'à chaque nouvelle information, à chaque nouvelle proposition, à chaque nouvelle donnée, on se repose la question de est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est juste ou pas, est-ce que c'est appuyé sur des faits vérifiables ou non, quoi. Merci pour vos interventions. J'ai une question à propos de l'esprit critique sur ce que nous faisons précisément ici en ce moment. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'on parle des lanceurs d'alerte, qu'on parle de la presse qui n'est pas mainstream, précisément avec Blast, Mediapart, Disclose et tous les autres qui font un travail qui, même s'il n'est pas mainstream, est de qualité et souvent fait la preuve de ses sources. Donc, de cliver entre mainstream et pas sur la qualité journalistique ne convient pas à l'esprit critique en tous les cas. Sur ce que nous faisons là, moi je pensais qu'on allait peut-être envisager de parler de Snowden, Assange, des guerres et de l'utilisation de l'information dans les guerres telle qu'elle est pratiquée. On a une table ronde dédiée tout à l'heure. Ok, j'y serai. Et puis, pour revenir à la question du vaccin, et puis plus généralement de l'esprit critique, peut-être que ça va être traité ou que ça a été traité ailleurs, de prendre du champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, en matière médicale par exemple, et merci pour l'intervention précédente, des responsables politiques ont parlé de responsables mais pas coupables.
dans l'affaire du sang contaminé, pour ceux qui n'étaient trop jeunes pour voilà. Et donc, je pose juste ces questions pour savoir comment nous-mêmes, au micro, et voilà, nous nous comportons face aux choix que nous faisons et à la forme des présentations que nous faisons. Je vais peut-être pas pouvoir répondre à toute la question, mais au moins en partie, il faut qu'on fasse preuve d'une grande transparence. Et les problèmes, il faut apprendre à les reconnaître. Le sang contaminé, c'est un scandale monstrueux. J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelque temps avec une Suédoise qui comprenait pas trop pourquoi on avait autant d'opposants à la vaccination en France. Puis en fait, quand en discutant un petit peu, elle me disait qu'en Suède, il n'y a jamais eu aucune affaire. Il y a une transparence totale de leurs autorités sanitaires, hein. Il y a une confiance en la science, mais ils n'ont pas les casseroles qu'on a nous. Et on n'est pas les seuls à en avoir. Hein. Ouais, non, ces casseroles, elles coûtent cher, puis elles coûteront cher encore dans les décennies qui vont arriver. Donc nous, je pense qu'on se doit d'être transparent. Là, on parlait juste de vaccins. Nous, on n'a jamais nié les effets indésirables à la vaccination. On n'a juste pas besoin d'en inventer, c'est la différence. La focalisation sur le vaccin, c'est ça, exclusivement. Oui. Pourquoi on est peut-être un peu passé à côté du sujet, apparemment. C'est lié aux deux personnes. Au domaine de compétences des intervenants, malheureusement. C'est le domaine, voilà, c'est l'expertise des deux. Après, ce qui est quand même, c'est le truc. Encore une fois, la qualité de l'information, c'est ça, et c'est vrai qu'en fait, tous ces complots, ces scandales sanitaires, ils finissent quand même par être dévoilés, et ils le sont parce qu'il y a des lanceurs d'alerte et parce qu'il y a des journalistes qui font leur boulot. Mais c'est vrai que, à la différence d'une fake news en fait, ça prend du temps, en fait, à prouver, à pouvoir être explicité, et c'est pour ça que l'information elle est compliquée, elle est chère et elle est longue à être de qualité. Et la deuxième chose, en fait, je crois que c'est ça qui fait la différence entre guillemets celui qui est adhérent, qui est complotiste, et le citoyen lambda, effectivement, qui est perdu dans tous ces sujets d'information, d'actualité. C'est que le complotiste, il est en permanence dans le soupçon, et en fait tout va toujours venir nourrir le fait que voilà, il n'y a pas de preuve, donc c'est bien la preuve que moi j'ai raison et qu'on me l'a fait à l'envers. Alors que le citoyen qui doute, il y a un moment donné, encore une fois, il suspend son jugement, et en fait avec l'ajout de nouveaux faits portés à sa connaissance, il peut changer d'avis. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Pour moi, c'est se battre contre soi, en fait, aussi, l'esprit critique. Et effectivement, dire, tiens, là, c'est marrant, il y a 3 ans, j'aurais pensé ça, aujourd'hui, plus du tout, parce qu'on m'a apporté des faits, mais des faits. Voilà, bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense qu'effectivement, il y a... ouais. On va prendre 2 dernières questions. Oui, merci. Par rapport en fait au titre de la table ronde, vous avez beaucoup parlé vaccins, ce qui est normal vu la compétence des intervenantes. Mais en fait, moi, je trouve que la situation était pas si mal, en ce sens où, au moins dans les médias mainstream, il n'y avait pas de doute. Enfin, les journalistes ont essentiellement fait leur travail et essayé de contrer la désinformation qui était effectivement dans des réseaux alternatifs. Par contre, il y a plein d'autres sujets où je trouve qu'on trouve beaucoup de bêtises en fait dans les médias mainstream. Et je veux parler des pesticides, par exemple, et l'impact des pesticides sur la santé, où là, pour de coup, il y a des journalistes mainstream qui agitent les peurs et qui agitent le complotisme. Et on peut penser aussi au nucléaire, où même chose, en fait, on trouve des horreurs dans les médias mainstream, en fait. Donc, finalement, d'une certaine manière, je trouve que sur le sujet des vaccins, la situation, elle n'est pas si mauvaise que ça par rapport à ce que les journalistes mainstream racontent. On vous invitera sur le nucléaire. Ils ont invité énormément de désinformateurs aussi. On a donné la parole à des gens qui sont scientifiques, certes, mais qu'on n'aurait jamais dû laisser s'exprimer dans des grands médias comme ça. On ne va pas donner de nom non plus. Je pense que tout le monde a les références. Le sujet n'a pas toujours été bien traité. Monsieur. Bonjour. Je voulais revenir à un moment donné, vous avez parlé de régulation de la liberté d'expression, enfin régulation entre guillemets. Et je voulais savoir, dans le sens où il fallait peut-être interdire entre guillemets aussi certaines fausses informations. Voilà. Et je me demande si ça ne va pas avoir un effet inverse en fait et nourrir, parce que j'ai des proches à côté qui sont un peu dans un système un peu complotiste, et ces choses-là en fait c'est du pain béni pour eux aussi, de se dire ils interdisent ça parce que, vous avez compris le... Il n'est surtout pas question d'interdire quoi que ce soit.
Il est question de donner aux GAFAM les moyens de prévenir les problèmes systémiques auxquels ils sont confrontés. Il est question éventuellement de donner les moyens à la population. Ça, par contre, ça sera un gros sujet politique et ça ne va pas être le débat non plus, mais ça serait une bonne chose. Il est hors de question d'interdire quoi que ce soit. La seule chose qui va être interdite prochainement, c'est la publicité sur les grandes plateformes pour soigner les maladies graves. On n'aura plus le droit de faire de pub pour vendre du jus de céleri pour enlever un cancer ou autre. Ça, c'est la seule chose qui va être interdite. Le reste, il n'y a rien d'interdit. On dommage, pourra ça toujours marche se bien. dire, tout écrire. Ça marchait bien, c'est dommage. Oui. Mais dès que ça marche, ils enlèvent, ils suppriment de toute façon. Ok, ben, merci, ça me rassure. Bon, merci à toutes les trois, on vous applaudit, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.